Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Merci d'être en notre compagnie ce soir pour une édition spéciale autour du sommet européen qui se déroule en ce moment même à Bruxelles. Des heures de négociations, une première entente déjà sur la recapitalisation des banques, mais encore des efforts pour tenter d'arracher ce soir un accord global sur la zone euro et de nombreuses questions. Si accord il y a, suffira-t-il à apaiser la crise et à calmer les marchés? Se dirige-t-on vers un gouvernement économique qui aura à l'œil la discipline budgétaire dans la zone euro? Et puis, qui mène la danse dans le couple franco-allemand? Angela Merkel? Pas si sûr. Pour répondre à toutes ces questions ce soir, nos chroniqueurs Jean-Louis Gombault et Guillaume Tabar et nos invités politiques à suivre, Nick Albric et Hervé Mariton. Nous serons aussi en direct depuis Bruxelles pour la conférence de presse du président français à l'issue de ce sommet. Et puis dans le reste de l'actualité, nouvelle hausse du chômage pour le mois de septembre, plus 0,9% de demandeurs d'emploi. Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, lie ces mauvais chiffres au ralentissement de l'activité. Le PS fustige ce soir un gouvernement incapable. Il avait déjà été rappelé à l'ordre par l'État français en juin 2011 lorsque des rumeurs de fermeture d'usines circulaient déjà. Mais apparemment rien n'y fait. Le constructeur PSA Peugeot Citroën annonce des suppressions de postes partout en Europe au même moment où il prépare de nouveaux investissements au Brésil. Alors peut-on parler de provocation? Nous verrons tout cela tout à l'heure. Voilà pour l'ensemble des titres ce soir et on commence cette édition spéciale par le sommet européen qui se déroule en ce moment à Bruxelles. Alors où en est-on à cette heure-ci? En ligne avec nous François Bedonnet, correspondant de France 2 à Bruxelles. Bonsoir François. Oui, bonsoir. Alors il y a un accord semble-t-il qui se dessine sur la recapitalisation des banques, sur la force du Fonds de stabilité européen. Ça va dans le bon sens? Oui, alors il n'y a pas encore d'accord sur le FESF, c'est justement l'objet des discussions, mais effectivement en ce qui concerne la recapitalisation des banques, eh bien les chefs d'État des 27 se sont mis d'accord en début de soirée pour que les banques aient à l'avenir un capital de 9%. Aujourd'hui, c'était aux alentours de 7%. À l'avenir, en Europe, ce sera donc de 9%. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise parce que les ministres des Finances de la zone euro avaient déjà dit ça il y a quelques jours ici à Bruxelles. En tout cas, ce soir, eh bien, on a une officialisation de cette information. Sinon, les deux nouvelles de la soirée, je dirais, c'est que le président Nicolas Sarkozy va s'entretenir demain par téléphone avec son homologue chinois Hu Jintao. La Chine va vraisemblablement aider la zone euro à financer sa gigantesque dette. Vous savez que la Chine a 3 500 milliards de réserves de change, c'est-à-dire qu'elle a un magot gigantesque. Or, l'Europe, elle, n'arrive pas à réunir plus de 1000 ou 1300 milliards pour son fonds de secours. Alors la Chine, eh bien, va vraisemblablement aider l'Europe. Alors, à quelle hauteur, on ne le sait pas encore. Ça sera peut-être justement l'objet des discussions qui vont avoir lieu demain. Mais en tout cas, il devrait y avoir vraisemblablement des réactions assez importantes parce que ça veut dire qu'en tout cas, la Chine va avoir son mot à dire dans la gestion de la dette européenne. Et puis la deuxième information de la soirée, c'est que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel vont rencontrer dans la nuit les représentants des banques. On sait que depuis plusieurs semaines, les banques traînent des pieds parce qu'évidemment, elles ne sont pas volontaires pour perdre la moitié de ce qu'elles ont placé en Grèce. Donc elles freinent des quatre fers. Là, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sont agacés. Ils trouvent que ça prend trop de temps. Donc ils iront vraisemblablement eux-mêmes cette nuit à Bruxelles pour discuter avec les banquiers pour une nuit qui s'annonce agitée et des négociations qui pourraient se terminer vers 4 ou 5 heures du matin. Voilà, une longue nuit. Merci beaucoup François Bedonnet en direct avec nous depuis Bruxelles. On précise que la première réunion s'est ouverte à 18h20 précise tout à l'heure. Elle a été suivie d'une autre réunion plus importante avec cette fois les dirigeants de la seule zone euro. Et avant d'entrer dans le détail de ces négociations, je vous propose de voir dans quel état d'esprit étaient les dirigeants allemands, français, grecs ou italiens. On voit tout cela avec Margot Aubrio. Le monde entier a les yeux rivés sur eux. Ils sont arrivés vers 18h à Bruxelles et les dirigeants européens le savent, l'échec n'est pas possible. Ils sont condamnés à s'entendre au programme, le sauvetage de la Grèce, une recapitalisation des banques et le renforcement du Fonds européen de stabilité financière. Alors la nuit pourrait être longue. C'est sûrement un conseil important.
Nous avons toute une série de problèmes à régler, de négociations à mener. Donc le travail n'est pas terminé, mais nous venons tous ici aujourd'hui avec l'objectif de faire de toute façon de grands progrès. Rassurante Angela Merkel, la chancelière allemande a reçu cet après-midi l'appui du Parlement allemand pour défendre sa position. Dans la guerre des nerfs qui l'oppose à la France, elle se retrouve en position de force. Celui qui joue le plus gros ce soir, c'est Georges Papandréou. Pour sauver son pays, il devra convaincre les créanciers de la Grèce d'effacer une partie de sa dette colossale de près de 350 milliards d'euros. Peut-être même en faire disparaître la moitié. Il est temps pour les dirigeants européens de prendre des décisions collectivement pour mettre fin aux incertitudes, mettre fin à la crise, pour tourner la page et assurer que nous allons faire un bond en avant. À 10 jours du G20 à Cannes, la réunion est décisive et le monde entier attend la fumée blanche qui sortira du conclave européen. Et on parle d'un sommet historique pour l'Europe. Il semble qu'il n'y ait pas de fausse dramaturgie autour de cette réunion au sommet. Tous les regards sont tournés ce soir vers Bruxelles. C'est un plan ambitieux, global, qui est attendu pour sauver la zone euro et pas un simple sparadrap. Le rappel des enjeux avec Élise Ecardi. C'est un peu chronique d'un sommet qui devait réussir. Ce soir, l'échec n'est pas permis. L'enjeu est de sauver l'euro, ni plus ni moins. Entre la France et l'Allemagne, la tension est réelle, tant leurs intérêts sont divergents. Et notamment sur la dette grecque. Au cœur du problème, il y a le rôle du Fonds européen de stabilité financière, que la France voudrait transformer en vraie banque accessible aux États, en l'adossant à la Banque centrale européenne. Scénario impossible selon l'Allemagne. Dans les deux pays, à mesure que l'heure tourne, les discussions s'accélèrent. En France, cet après-midi, le ministre des Finances a voulu rassurer sur les points sur lesquels les deux pays ont déjà avancé. Nous avons eu un accord sur le versement de la dernière tranche du précédent programme pour la Grèce. Nous avons eu un accord qui n'était pas évident et sur lequel, là aussi, les Allemands ont évolué dans leur position dans le sens de l'intérêt général, sur le niveau de recapitalisation des établissements bancaires et sur le calendrier proposé pour la fin juin de l'année prochaine. Et nous avons eu un accord aussi sur les modalités de la gouvernance de la zone euro. Mais ces accords à minima ne suffiront pas à régler la question grecque. La France et l'Allemagne devront faire un pas vers un accord plus contraignant ou, et c'est encore une possibilité, elles renverront leur décision à un autre sommet ultérieur. Pas sûr que cela réussisse à convaincre les marchés. Et pour analyser tout cela, nos éditorialistes ce soir, Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis. Avec nous également Guillaume Tabar. Bonsoir. Et Tino Andresen, bonsoir. Vous êtes correspondant allemand du quotidien économique Handelsblatt. Alors, Guillaume Tabar, d'abord sur la forme. Il y a eu beaucoup de dramaturgie ces derniers jours, de la part de Nicolas Sarkozy notamment, qui avait dit que l'avenir de l'Europe se jouait ces jours-ci. Également de la part d'Angela Merkel ce matin. Est-ce que malgré ce niveau de pression et d'attente, on peut se retrouver avec un accord ce soir encore flou ? Oui, ce soir, ou en tout cas dans la nuit. Et j'allais dire, la longueur du sommet et la difficulté des discussions participent aussi de cette dramaturgie. Mais là, je dirais que dans cette affaire se rejoignent à la fois, d'un côté, le tempérament de Nicolas Sarkozy et la propension qu'il a effectivement à jouer du drame, à surligner, j'allais dire, les difficultés pour qu'à l'arrivée, les résultats obtenus paraissent vraiment comme quelque chose de difficile. Et puis, bien sûr, ce tempérament rejoint la réalité, parce que de fait, l'accord est difficile. Donc, j'allais dire, en l'occurrence, il n'aura pas forcé son caractère pour montrer que l'enjeu de ce soir est, au sens propre du terme, dramatique. Jean-Louis, toujours sur la forme, les dirigeants ont parlé de saut dans l'inconnu, des terres inconnues. Est-ce que les sujets dont on parle ce soir, compte tenu de leur technicité, de leurs conséquences, est-ce qu'ils sont bien inconnus pour tout le monde, même pour tous ces dirigeants? Les dirigeants, j'espère pour eux et pour nous surtout, qui s'y retrouvent quand même un petit peu. Ça dit, je doute que vu la technicité du sujet, et notamment sur un qui est le Fonds européen de stabilisation financière, on puisse parvenir ce soir, même à 4 heures du matin, même à 6 heures du matin, à un accord global où l'ensemble du système de stabilisation puisse être défini quant à son contenu, quant à sa forme d'action, c'est-à-dire qui va le manager, comment ça va se passer. Tout ça ne peut pas, absolument pas être éclairci ce soir. En revanche, les grandes lignes, on va les avoir. On va les avoir parce que si on les avoir petit à petit, oui. On va les avoir parce que si on ne les a pas, je dirais là c'est la terre inconnue comme vous avez dit tout à l'heure, comme avait dit également M. Fillon avant-hier je crois, c'est la terre inconnue parce qu'à ce moment-là il y a ça serait un tel désarroi pour l'ensemble des marchés financiers que là ils sont
ils sont au pied du mur en réalité. Tine Andresen, comment la presse allemande, en particulier votre quotidien économique, a appréhendé ce sommet et comment juge-t-il l'attitude, l'action de la chancelière Merkel? Bon, c'est apparent que Mme Merkel a dû bouger, comme Nicolas Sarkozy l'a fait. Et bon, les deux sont obligés de trouver une solution, soit ensemble, soit il n'y a pas de solution. Donc, je crois que les deux ont bougé et probablement on va trouver une solution finalement. Vous avez vu qu'avec cette crise, elle fragilise quand même certaines coalitions gouvernementales. C'est le cas de Silvio Berlusconi, même s'il a réussi à trouver un accord sur la réforme de la retraite. C'est le cas pour David Cameron. Alors c'est sur la question de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et pour Angela Merkel, comment ça se passe avec sa coalition? Jusqu'où va-t-elle la suivre? C'est ça la grande question en fait. Apparemment, ce matin, elle a eu toujours sa propre majorité. Ensuite, il y a l'opposition qui a voté aussi pour ça, mais pour la loi. Mais là, ça devient vraiment très, très critique, je crois. Et là, il faut vraiment dire que la chancelière est très limitée. Alors, on va parler des détails. Encore un aspect politique, Guillaume Tabar. On a souvent entendu les adversaires politiques de Nicolas Sarkozy, ça c'est normal, mais aussi certains observateurs qui disent que dans le couple franco-allemand, c'est Angela Merkel qui mène la danse. Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, je pense que ceux qui disent ça ne connaissent pas nécessairement le détail de ce qui est en jeu. Jean-Louis le disait, on est sur des sujets qui sont extrêmement techniques et comprendre pour un béotien ou un non-expert la subtilité des positions sur la question de la recapitalisation des banques, sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, ça demande quand même une expertise très forte. Bon, on voit bien qu'il y a un certain nombre de points effectivement sur lesquels Nicolas Sarkozy a dû bouger, a dû avancer. En même temps, sur la question du gouvernement économique de l'Europe, c'est lui qui, en amont de ce sommet, a fait bouger l'Allemagne. Donc l'Europe n'est pas seulement allemande, Jean-Louis. Elle n'est pas seulement allemande, mais comment dire, Madame Merkel, en grande partie quand même, maîtrise, à mon avis, mieux le sujet. Regardez les choses. Ça fait sourire Tine Andresen. Écoutez, au début, Madame Merkel a dit, pour la décote sur la dette grecque, il faut une large décote. Les Français se sont battus comme ils ont pu jusqu'à l'accord du 21 juillet pour que cette décote soit limitée à 21%. On va arriver à 50%, peut-être voire plus. Depuis le début, les Allemands demandent une recapitalisation des banques, chose qui n'était pas, disons, spontanée chez les Français. Nous avons réclamé que le Fonds européen de stabilité financière ait un statut de banque afin de pouvoir refinancer les achats d'obligations des pays très endettés auprès de la Banque centrale. Cette idée est maintenant abandonnée, même si la Banque centrale européenne va mettre de l'eau dans son vin puisqu'elle va continuer à acheter, mais elle ne sera pas obligée d'acheter tout ce que lui proposera le FESF. Donc je pense quand même que Madame Merkel, bien sûr, c'est partagé, ce n'est pas une victoire, ça n'a pas de sens. Mais quand même, les idées de Madame Merkel, à mon sens, ont un petit peu plus prédominé que celles de M. Sarkozy. Tine Andresen, vu d'Allemagne, c'est qui mène la danse dans le couple franco-allemand? C'est difficile à dire. Je trouve vraiment que les deux ont bougé. Et bon, il faut vraiment rendre compte du fait que la chancelière, elle est limitée par sa coalition. Donc, elle ne peut... Même si elle voulait, elle ne peut bouger comme elle veut. Alors on va rentrer dans le détail un instant avec Jean-Louis. Et Guillaume Tabar, encore l'aspect politique. Nicolas Sarkozy va parler demain à la télévision. Il va mettre sans doute en avant son action et probablement l'accord, même s'il est conclu très tard dans la nuit. Est-ce qu'il pourra en retirer les bénéfices en termes de popularité, mais surtout en termes de jugement sur son action? Oui, c'est-à-dire que le maître mot, oui, la boussole de Nicolas Sarkozy, plus que la popularité, parce que ça, il sait qu'il ne va pas la retrouver de sitôt, c'est la crédibilité, qui se joue à deux niveaux. D'une part, sa capacité à montrer qu'il a obtenu des résultats. D'où l'importance des discussions de cette nuit, d'où peut-être aussi cette dramaturgie, mais en tout cas, pouvoir arriver demain soir devant les Français en disant l'euro était menacé de disparaître, l'Europe est au bord du gouffre. Grâce à ce que nous avons fait hier soir, la situation, en tout cas, a progressé. Et ensuite, crédibilité en termes pour pouvoir montrer aux Français que, eh bien, ce qu'on appelait le volontarisme sarkozyste ne sont pas que des mots. Ça fait 4 ans qu'il est sur ce registre. Un registre peut-être un peu usé, et on lui a beaucoup reproché de déclarations un peu incantatoires, des grandes promesses, et puis qui n'est pas toujours suivi des faits. Là, s'il est capable de prouver eh bien, que ce qu'il a dit s'est passé dans les faits, ce sera pour lui un atout important, et puis surtout, il va jouer de cette crédibilité au regard de la gauche, et il mettra en opposition
la rigueur qu'il va imposer aux Français, même s'il y aura bien des aspects impopulaires dans cette rigueur, mais en tout cas dire le sérieux de sa gestion, qui va mettre en regard des promesses faites par le Parti socialiste, même si le PS lui-même est en train de revenir sur certains points parmi les plus coûteux de son projet. Oui. Alors, on va rentrer dans le détail de cet accord qui sera peut-être conclu tout à l'heure. Jean-Louis, donc là, on a un premier accord déjà sur la recapitalisation des banques. À l'échelle européenne, est-ce que la facture est bien celle-ci, 100 milliards 108 exactement, enfin c'est les chiffres de dimanche, donc ça a peut-être bougé depuis. 108 milliards, Monsieur Christian Noyer, qui est gouverneur de la Banque de France, a dit que pour les banques françaises, cela pèserait 10 milliards. Cet accord-là, il est acté ce soir, apparemment, d'après ce que vous venez de dire, mais d'ores et déjà, il était acquis dimanche soir. Ce qui est plus complexe, c'est la décote. Parce qu'il va y avoir une négociation avec les banques. Les banques ont donné leur accord pour une décote, c'est-à-dire j'ai prêté 100 à la Grèce, je suis d'accord pour qu'au bout du compte, je ne sois remboursé que de 79, c'est-à-dire une décote de 21%. Mais là, maintenant, on leur demande brusquement 50. Et on leur demande... on leur dit, il faut dire que vous êtes d'accord, que ça ne vous est pas imposé. Donc effectivement, ça mérite quand même une petite discussion et ça va être la discussion de cette nuit. On va dire, bon, on est bien d'accord que vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Donc oui, c'est pas si simple. Alors, autre point, messieurs, la Chine s'est dite il y a quelque temps prête à voler au secours de l'Europe. Elle pourrait être un contributeur du Fonds européen de stabilité financière. Ce soir, la France se dit favorable. Que vont demander en échange, selon vous, les Chinois? Guillaume Tabar ou Jean-Louis? Alors, son vrai expert. Jean-Louis. Alors, c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est très bizarre, ces samaritains chinois brusquement, je ne sais pas si c'est dans la culture confucéenne, le samaritain. Si oui. Mais enfin, voilà, brusquement, les Chinois lui disent, bon, on veut bien vous aider. Alors, bon, cela dit, le stock, parce que le problème dans cette histoire, c'est quoi? C'est que, en fait, personne n'a d'argent. Pas plus les Allemands que les Français. Personne ne met de l'argent sur la table. Il faut bien s'en rendre compte. On parle d'un fonds de 250 milliards qui pourrait aller jusqu'à 1000 milliards. Mais l'argent, il n'est pas là. C'est simplement, on donne notre gage, on donne notre caution. Mais l'argent n'est pas là. Il y en a deux qui ont de l'argent. Ce sont les Chinois et la Banque Centrale Européenne qui, la Banque Centrale Européenne, elle a de la fausse monnaie. Et les Chinois, ils ont du vrai argent. Je vais me permettre de faire une petite parenthèse, Jean-Louis. Il y a eu tout à l'heure un communiqué important de Mario Draghi, qui est le successeur donc de M. Trichet, qui dit que ça continuera en fait, que la BCE continuera à acheter, comme l'avait fait M. Trichet, en tous les cas sur les différents marchés. Alors ça, c'est une concession quand même de Madame... vous savez que même l'Allemand qui devait succéder à M. Trichet a abandonné ce poste en disant la Banque Centrale Européenne achète des dettes, alors que c'est pas du tout dans les traités constitutionnels. Donc c'est pas dans la chose. Et ça va continuer. C'est la méthode Trichet qui prime. C'est la méthode Trichet, effectivement, qui va primer. C'est un peu le truc intermédiaire. Les Français voulaient que la Banque Centrale Européenne rachète automatiquement les obligations du Fonds européen. Non, ça ne sera pas ça, mais elle continuera à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Tino Andresen et Guillaume Tabar, on va parler aussi de l'autre aspect, ce sont les populations. D'abord, une question sur la population, sur le peuple allemand. On a beaucoup parlé de solidarité européenne. Comment aujourd'hui la population voit tout cela, voit cet accord de la dernière chance et puis l'aide aussi qu'il va comprendre sur la Grèce? Est-ce qu'il y a encore ce sentiment de solidarité ou est-ce que vous sentez déjà un premier revirement? Je crois bien qu'il y a cette solidarité, mais quand même, on commence à poser des questions. Guillaume Tabar, en France? Oui, cette crise révèle en fait que la fracture européenne, qui a toujours été une fracture très forte, en France, on se souvient du référendum sur le traité de Maastricht en 92, ou du référendum de 2005 sur la Constitution. On a eu deux France divisées, d'ailleurs avec un clivage qui transcendait le clivage gauche-droite. Mais cette fracture est en train de se réveiller. Et ce qui paraissait acquis, en l'occurrence l'euro, eh bien, est à nouveau contesté. Les gens ne croient pas que l'euro va être abandonné, mais il y a eu un sondage dans le JDD ce dimanche qui montrait qu'il y avait une majorité, en tout cas une majorité relative de Français, qui pensaient que l'euro était aujourd'hui un handicap et non pas un atout. Alors qu'au fil des années, tout le monde avait fini par se rallier à l'existence de l'euro. Et on voit bien que sur le plan politique, aujourd'hui, il y a une seule personne en France qui dit qu'il faut sortir de l'euro, c'est Marine Le Pen. Et que tous les autres, y compris ceux qu'on a qualifiés habituellement d'eurosceptiques, prenez un Jean-Luc Mélenchon à gauche par exemple, ne veulent pas qu'on sorte de l'euro. Et donc je pense qu'il faut être vigilant sur ce divorce qui est peut-être en train de s'installer entre une opinion qui va
facilement mettre sur le dos de l'euro et donc sur le dos des instances européennes la responsabilité de la crise dans laquelle nous sommes, et puis les dirigeants qui, eux, vont pointer aussi la responsabilité des États eux-mêmes, parce qu'après tout, si on est endetté, c'est pas la faute de l'Europe, c'est aussi à cause de la gestion de chacun des États. Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse. Et on va poursuivre cette édition spéciale et commenter, analyser au fur et à mesure les avancées de ce sommet. Je vous rappelle que vous pourrez suivre en direct la conférence de presse de Nicolas Sarkozy à la fin de toutes ces réunions, si elle n'intervient pas à 4 heures du matin. Et dans quelques instants, on en parle avec nos invités politiques. Mais d'abord, on va s'intéresser au reste de l'actualité avec ce soir les mauvais chiffres du chômage pour le mois de septembre. Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, Pôle emploi, a progressé de 0,9% le mois dernier et avoisine désormais 2,8 millions de personnes, un niveau non atteint depuis près de 12 ans. Je vous propose d'écouter en exclusivité pour Public Sénat le ministre du Travail Xavier Bertrand. Il était au micro de Mounir Soussi. Si vous avez une activité économique qui progresse, c'est plus facile. Si vous avez une économie qui, justement, aujourd'hui ne connaît pas la même croissance, c'est beaucoup plus compliqué. Mais il n'empêche que ce soit l'alternance, formation par alternance avec l'apprentissage. Et on voit avec Nadine Morano que les efforts payent parce qu'il y a une progression. Et d'ailleurs, on a un chômage des jeunes qui, lui, recule un peu depuis le début de l'année. Que ce soit également la mise en rapport des demandeurs d'emploi et des offres d'emploi. Tout ça, aujourd'hui, porte des résultats, ce qui nous permet de contenir l'augmentation du chômage. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, ce que je veux, c'est la baisse. Et réaction ce soir des socialistes, le PS fustige l'incapacité du gouvernement sur ce dossier du chômage. Donc, autre sujet dans l'actualité, il avait déjà été rappelé à l'ordre par le gouvernement français, c'était en juin 2011 lorsque des rumeurs de fermeture d'usines circulaient, mais apparemment rien n'y fait. Le constructeur PSA annonce des suppressions de postes partout en Europe au même moment où il prépare de nouveaux investissements au Brésil. Faustine Saint-Geniès. 6 000 postes menacés en Europe, dont 1 000 en production, 2 500 dans les services et 2 500 autres assurés par des prestataires. À cela s'ajoutent 800 postes d'intérimaires supprimés en France d'ici la fin de l'année. Au total, PSA espère réaliser 800 millions d'euros de réduction de coûts pour l'année 2012. Un plan jugé scandaleux par la CGT. Ces suppressions d'emplois sont totalement inacceptables, inadmissibles. Le groupe PSA se porte bien, il a des bons résultats financiers, il a 11 milliards de réserves financières. Cette logique de casse de l'emploi s'inscrit dans la logique de M. Varin d'augmenter toujours plus les profits en délocalisant la production. Le patron de PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, a confirmé qu'aucun plan de départ volontaire n'était envisagé à ce jour. Les suppressions de postes porteront principalement sur des départs à la retraite non compensés par de nouvelles embauches. Au Sénat, Martial Bourquin, spécialiste des dossiers industriels, plaide pour un meilleur ajustement des effectifs. Lorsqu'il y a des difficultés sur un site où il y a moins de commandes, eh bien qu'on passe des accords avec les régions, qu'on passe des accords avec l'État pour mettre les personnes en formation le temps où les commandes se font attendre. PSA, premier constructeur automobile français et deuxième européen, envisage de diminuer son exposition en Europe au profit de marchés émergents. Le constructeur vient d'annoncer qu'il voulait doubler sa capacité de production au Brésil. Alors Jean-Louis, concernant PSA, des suppressions de postes en Europe, mais des investissements nouveaux au Brésil, on peut parler de provocation? Non. Enfin, je ne crois pas que c'est un peu brutal de parler de provocation. Peut-être que la provocation est dans l'annonce. Parce que l'annonce du Brésil, ça a été fait hier, et l'annonce des suppressions d'emplois à l'échelle européenne, les 3500 suppressions d'emplois pour l'ensemble de l'Europe, 800 intérimaires déjà en France qui seront remerciés d'ici à la fin de l'année. En réalité, ça fait 8800 emplois si on compte les sous-traitants, chiffre qui nous a été transmis par PSA lui-même. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est cette annonce concomitante entre les deux. Mais c'est vrai que pour PSA, il y a un véritable problème. Il y a le problème que d'un côté, en Europe, le marché baisse, puisqu'en 2011, les ventes d'automobiles baisseront de 1%. En 2012, elles baisseront sans doute de 2%. Pratiquement les 2/3 des ventes de PSA se font en Europe. Donc il est complètement ligoté par l'Europe et donc il a besoin de produire ailleurs. Et d'autre part, non seulement son marché est européen et ce marché fléchit, mais en même temps, la masse de ses productions sont également faites en Europe, contrairement d'ailleurs à Renault. Donc il est coincé entre un marché qui ralentit, qui baisse, et comme ce marché ralentit et baisse, il y a une très formidable guerre des prix
à l'intérieur du marché européen. Et lui, il est plus cher que les autres parce qu'il produit surtout en Europe. Et donc, son idée, c'est d'axer Brésil et Chine, notamment pour essayer de se dégager de l'Europe et évidemment au détriment de l'emploi d'un certain nombre de ses salariés européens et notamment français. Puisqu'on parle de suppression de postes et donc d'emploi, Jean-Louis, en France, ces chiffres du chômage, on l'a vu, une augmentation de 0,9%. Est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre? Alors, on avait eu 3 bons mois d'amélioration du chômage, 3 mauvais mois du chômage. On a eu un bon mois d'août, c'est ça que je voulais dire, et on a un mauvais mois de septembre. Et ce qui est inquiétant, c'est que sur toutes les catégories, la situation est pénible. Les jeunes, Monsieur Bertrand vient de le dire à l'instant, mais les jeunes, ça s'améliorait depuis le début de l'année. Et là, le chômage des jeunes reprend. C'est vrai que nous sommes en septembre et beaucoup se sont présentés sur le marché du travail en septembre. Les plus de 50 ans, le chômage des plus de 50 ans a augmenté de 14% en un an. Le chômage de longue durée, c'est-à-dire ceux qui y sont depuis plus d'1 an, ça augmente de 7,7%. Donc sur toutes les catégories, vous avez une augmentation. D'autre part, ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des chiffres de septembre. Or, le fait que le chômage augmente en septembre, 0,9%, ça signifie que la conjoncture au cours des 3 derniers mois a été mauvaise. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle flexibilité du marché du travail que dès qu'il y a un ralentissement, il y a une gestion des effectifs allant vers le chômage. Donc ça veut dire que les chiffres qui vont sortir d'ici à une quinzaine de jours sur le 3e trimestre 2011 ne seront pas bons et peut-être ça sera même une croissance de type 0% au 3e trimestre. Jean-Louis, restez avec nous. Nos invités politiques vont nous rejoindre dans un instant pour évoquer l'actualité de la soirée du jour. C'est le sommet européen sur la crise de la dette qui se poursuit en ce moment même à Bruxelles. Je vous rappelle les principales avancées déjà actées à cette heure-ci. Il s'agit essentiellement d'un accord sur la recapitalisation des banques. C'était l'un des principaux objectifs de cette réunion. Il s'agit de convaincre le marché de la solidité du secteur bancaire européen. Autre point important ce soir, doper le fonds de stabilité financière. Et sur ce sujet, eh bien, les discussions sont en cours en ce moment même à Bruxelles. Et la France elle s'est dit tout à l'heure favorable à la participation de la Chine qui s'est portée candidate donc pour apporter des fonds. On va parler de ses conséquences économiques et surtout politiques avec nos invités ce soir. Merci d'être là. Nicole Bricq, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste, rapporteur général de la commission des finances du Sénat. Je vous laisse vous installer. Hervé Mariton, bonsoir. Bonsoir. Député UMP de la Drôme, merci d'être avec nous. Nicole Bricq, on voit déjà un accord qui s'esquisse sur la recapitalisation des banques, probablement sur le fonds de solidarité européen. Est-ce que déjà, c'est une bonne chose, on s'avance vers un accord global ? Écoutez, je suis assez pessimiste. Parce que, malgré tout cela parce que la recapitalisation des banques, elle était quand même déjà sur la table. On ne sait pas à quelle hauteur, mais déjà le 12 octobre, le président Barroso avait annoncé déjà un peu la couleur en disant il faudra que les banques se recapitalisent pour avoir un Tier 1 à 9% et elles doivent le faire avant la fin de 2012. Qu'est-ce qui vous redonnerait le sourire ce soir? Donc on acte ça. Quant à l'inconnu de ce qu'on fait avec le fonds de solidarité, le fonds de stabilité financière, quand on parle du côté français de l'effet de levier, et c'est pour masquer le fait qu'on acte finalement qu'on ne mettra pas plus que les 440 milliards. C'est une garantie. Donc ce fonds serait un réassureur finalement. Non, ce que je veux dire, c'est que Mme Merkel, elle a un mandat impératif. Elle est passée par le Bundestag qui lui a donné un mandat clair. Et donc, je vois mal comment elle s'en sortirait ce soir. Vision sombre ce soir, Hervé Mariton. Est-ce que vous voyez les aspects positifs de ce qui se dessine quand même ce soir ? On semble converger vers un accord. Madame Merkel, en effet, est passée par la case Parlement. C'est pas nécessairement mal en démocratie. Et je pense qu'en France, même en situation de crise, il est important de considérer que le débat démocratique et le débat parlementaire ont leur place. Je l'ai dit au Premier ministre hier. Mais j'ajoute que Madame Merkel a un mandat moins fermé que ne le dit Madame Bricq. Il est possible pour Madame Merkel de poursuivre les deux voies
d'action du Fonds européen de stabilité financière. Il peut y avoir à certains égards d'ailleurs un mélange de ces deux voies. Je crois qu'on a quelque chose aujourd'hui qui peut représenter un accord à la fois de la France et de l'Allemagne, de nos partenaires au sein de l'Europe des 17. L'exercice à 18h consistant à ouvrir la discussion par l'ensemble des 27 en Europe, je crois que c'est quelque chose d'intelligent. Donc je ne veux pas dire que c'est la solution et la fin de la crise, mais je crois simplement qu'on a là une étape utile. Et quand le gouvernement français a souligné, s'agissant de l'ajustement de nos perspectives budgétaires, qu'il y avait, avec la discussion de ce soir, il y a une étape de confiance nécessaire à réussir, je crois que ce point est important. Tout ça, ça n'est pas la fin de l'histoire. Évidemment, la consolidation de nos budgets est indispensable. Évidemment, la réduction des déficits et de la dette doit être poursuivie. Évidemment, le chemin reste difficile, mais il faut construire sur une étape solide. On n'est pas obligé d'aggraver l'affolement. Je pense qu'il y a matière à une gestion attentive, rigoureuse d'une situation grave. Il n'y a pas matière à affolement, et c'est encore moins notre responsabilité en tant que politique d'encourager et d'aggraver les choses. Et on ne le fait pas. Nicole Bricq, l'aspect politique avant de rentrer, si vous voulez, dans le détail de ces avancées. Les socialistes ont parlé ces derniers temps d'un partenaire junior en qualifiant la France dans ces discussions, et notamment dans le couple franco-allemand. François Hollande a dit que Nicolas Sarkozy et la France n'étaient pas le moteur de cette relation. Est-ce que vous le pensez aussi ? Je pense qu'il y a un risque dans cette crise très grave. En toute Moi, je suis d'accord. si je peux me permettre oui, de tout dire à ça. fait. Moi, j'ai l'habitude de dire à peu près ce que je pense Toujours. et de penser ce que je dis. Je suis connue pour ça. Non, je pense que là, on vit une heure grave. Moi, je n'aggrave pas la crise. On va voir dès demain et dans les jours qui viennent la réaction qui suivra. Vous y êtes attentif, comme moi, la réaction des marchés, parce qu'il est aussi question de ça. Comment vont-ils réagir à l'accord qui pourrait sortir? Je ne doute pas qu'il y ait une communication, mais quand même les précédents de l'été, et notamment l'accord qui était intervenu le 21 juillet, nous ont amenés à être quand même prudent sur ce qui sort. Quand j'entends j'entendais tout à l'heure dans votre journal M. Barouin, ministre de l'économie et des finances, qui donnait comme avancée le fait qu'on débloque les fonds pour la Grèce, mais c'était le plan précédent. Le plan précédent qui n'était toujours pas débloqué. Donc je ne sais pas si c'est une avancée, mais c'est déjà acté. Donc c'est un peu ça que je trouve la solution politique, si elle passe évidemment par le couple franco-allemand, mais à partir du moment où on diverge, et je voudrais quand même rappeler pour terminer là-dessus, c'est qu'à partir du moment où on est arrivé hier ou avant-hier, je ne sais plus, à ce que le spread entre la France et l'Allemagne soit de plus de 120 points de base, eh bien évidemment, il y a un des partenaires qui a l'avantage sur l'autre. C'est un constat, ça, hein, c'est tout. Hein. Nous ne sommes pas le meilleur élève des deux. Ça, c'est une réalité. En effet, il faut en tenir compte, et ça veut dire qu'on a un chemin important à parcourir. En même temps, l'exercice qui consiste à savoir si c'est la France qui domine la situation ou l'Allemagne qui domine la situation est tout à fait inintéressant dans la période actuelle. J'ajoute, on vient d'entendre un journaliste allemand dans votre journal qui soulignait, lui, l'ampleur du chemin réalisé par Mme Merkel. Alors, je serais d'accord avec Mme Bricq sur un point, c'est que l'accord du 21 juillet n'a pas été un succès. À la fois sur le fond, il n'a pas suffi, et sur la forme, le temps que nous avons mis à le mettre en œuvre est tout à fait inacceptable. Moi, j'avais demandé, j'étais un des rares à demander, en juillet, une convocation rapide du Parlement, un système rapide de décision en France et dans les autres pays. Ça n'a pas été le cas. C'est une lourde responsabilité qui a été prise dans l'ensemble des pays européens. Je souhaite que cette fois-ci, les conséquences de l'accord que nous espérons ce soir, que ces conséquences soient intégrées très rapidement et que tout cela fonctionne très vite. Le tempo est essentiel en termes de confiance et de réaction des marchés. D'ailleurs, en termes de réaction des marchés, mais aussi de réaction des différents pays, Nicole Bricq, le gouvernement français dit attendre la fin de ce sommet pour réviser, on va en parler, Jean-Louis, son hypothèse de croissance dans les prochains jours. J'imagine que le Parti socialiste va se presser pour abaisser la sienne qui est... Non, mais attendez, moi je fais ce que je dis et je le ferai si j'étais en responsabilité. Oui, non, je rappelle quand même sur cette histoire de macroéconomique, d'hypothèse de croissance, que quand, dans le cadre du semestre européen, la France a envoyé, c'était en avril, M. Mariton, nous avons voté
dans nos chambres respectives son programme de stabilité, c'est-à-dire sa trajectoire. Eh bien, le retour de la Commission a été de dire que pour 2012, l'hypothèse de croissance était trop optimiste. Donc, on sait que le 1,75 qui a été annoncé à l'été n'était pas réaliste. Donc, aujourd'hui, je comprends l'embarras du ministre qui est en cours de débat, au Parlement sur un projet de loi de finances qui évidemment est en l'air, est caduc et qu'on prépare un nouveau projet de loi de finances rectificative. Alors je comprends la difficulté du moment de l'annonce à baisser la prévision de croissance. Je comprends cette difficulté, mais il n'empêche... Circonstances atténuantes. Elle vous reconnaît des circonstances atténuantes. Dans le contexte, on a une hypothèse de croissance avec un exercice classique qui consiste à avoir une hypothèse de croissance un peu supérieure au consensus des économistes. Ça, c'est une logique tout à fait audible. Il s'agit de tirer les choses plutôt qu'au contraire d'écraser les perspectives des acteurs économiques. Mais dans une marge raisonnable. C'est le débat. Aujourd'hui, on a clairement une perspective de croissance moindre. Le gouvernement aurait pu l'intégrer à la discussion budgétaire à l'Assemblée de ces derniers jours. Ceci dit, à bien des égards, nous l'avons intégré nous-mêmes, députés de la majorité. Une réserve de précaution de 5 milliards dont nous avons dit qu'elle avait vocation à être gelée. 2, nous avons, dans la discussion budgétaire à l'Assemblée, nous, la majorité, réduit d'1,5 milliard le déficit. Ça veut dire que sur les 7,5 milliards, 8 milliards qui sont nécessaires du fait de la révision indispensable des perspectives de croissance, déjà 6,5 milliards de chemin ont été parcourus. Donc l'exercice n'est pas insurmontable. Alors, dernière question à tous les trois, un peu plus générale, et puis pour la suite, pour l'avenir, est-ce que vous voyez maintenant une Europe à 2 vitesses, voire une Europe avec des différents cercles plus importants avec le couple franco-allemand d'autres pays, et puis d'autres pays, on va dire, à la traîne? Jean-Louis, est-ce que c'est cette vision de l'Europe qui va bien sortir après cet accord? La question, justement, me permet de rebondir sur ce que disait M. Mariton tout à l'heure, quand il disait que l'histoire France-Allemagne avec un aspect inintéressant. Je ne suis pas d'accord, parce que en réalité, il y a 2 conceptions différentes de l'Europe. C'est pour ça que ça revient à votre question, où la France est une conception, je dirais, plus solidaire, de tradition, que ce soit la droite ou la gauche de l'Europe, et l'Allemagne est une conception, je dirais, plutôt comptable de l'Europe, pas une volonté de caricaturer leur point de vue, mais il y a un peu de ça. Or, le fait que la France, ces 2 derniers mois, soit disons menacée d'être mise sous surveillance et peut-être à terme de perdre son AAA, lui a fait perdre incontestablement une part de son influence dans le couple. Vous savez qu'il y a une phrase de Sacha Guitry qui dit « Dans un couple, les 2 ne forment qu'un, le problème est de savoir lequel ». Donc, le fait même qu'il y a eu un affaiblissement du fait même de la note de Moody's, puis de Standard & Poor's, a certainement, disons, un peu rabaissé les prétentions françaises en général sur l'Europe. Le mot de la fin, Nicole Bricq. Le mot de la fin, c'est que moi je souhaite que tout ça n'ouvre pas une phase extrêmement délicate de la crise en Europe. Je parle de la crise économique, parce que si l'Europe est condamnée à des niveaux de croissance faibles, voire récessifs pour certains pays, je ne vois pas trop comment on s'en sortira. Et ce qu'il faut surtout, ce que j'attends du sommet, c'est qu'on n'arrive pas affaiblis, nous les Européens, au sommet de Cannes. Nous avons besoin d'une vraie gouvernance économique européenne. L'Europe est attendue là-dessus. Ça veut dire alors, non pas plus d'Europe en empilant constamment des compétences, ça veut dire une autre Europe, davantage de gouvernance économique sur des enjeux considérables aujourd'hui pour la vie économique, pour la vie des entreprises, pour l'emploi. Ça veut dire alors que l'Europe, intelligemment, doit comprendre qu'il y a des sujets dont elle s'occupe aujourd'hui et qui doivent être envoyés à des compétences locales. Principe de subsidiarité. L'autre jour, nous avons entendu Barroso, journée parlementaire de l'UMP, qui voulait empiler constamment un surcroît de compétences. Ça n'est pas raisonnable. L'essentiel aujourd'hui, c'est la sortie de crise économique, c'est la gouvernance économique. C'est pas d'ajouter constamment. Il y a des choses dont l'Europe doit se délester. Messieurs, merci madame. Et on attend sur tous ces sujets, évidemment, cet accord pour voir quelle Europe se dessinera. Merci Nicole Bricq, Hervé Mariton, merci Jean-Louis. La suite du 22h avec à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Mounir Soussi. L'Allemagne sort du nucléaire et la France pourrait grelotter cet hiver. Le ministre de l'énergie, Éric Besson, pense qu'un risque de pénurie d'électricité existe.
Une étude du cabinet Capgemini souligne que l'arrêt programmé de 8 réacteurs outre-Rhin pourrait avoir des conséquences sur notre approvisionnement, surtout lors des pics de consommation d'hiver, quand le thermomètre chute en dessous de zéro. La contre-réforme des collectivités est en marche. Premier acte, l'adoption de la proposition de loi déposée par Jean-Pierre Sueur qui modifie radicalement l'intercommunalité. L'opposition, absente lors du vote, dénonce une manœuvre pour plaire aux élus locaux. C'est une tactique, on casse tout, et puis après on dit les députés, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Rien du tout. La nouvelle majorité de gauche du Sénat compte continuer sur cette lancée la semaine prochaine en supprimant le conseiller territorial. Faites pour nous protéger, les normes européennes sur l'environnement sont mal appliquées en France. Et cela pourrait nous coûter cher. C'est le constat dressé par la sénatrice UMP Fabienne Keller. Pour éviter des amendes, elle propose des débats au Parlement français, dès l'ouverture des discussions au niveau européen. Mais pour les petites communes, respecter ces règles relève du parcours du combattant. Quand vous prenez l'empilement des normes sur tous les domaines, eh bien, il y a ça à gérer d'un côté, et puis le quotidien, et puis la nécessité de construire d'autres équipements publics parce que la population d'une collectivité augmente. Donc il y a énormément de choses à faire en même temps, et donc il y a un moment où on atteint les limites, aussi bien budgétaires que les limites, la capacité technique à faire sur le terrain. En Tunisie, le leader du parti Ennahda, discret jusqu'ici, imprime sa marque dans le débat. Rached Ghannouchi dénonce la pollution linguistique que représente la langue française. Dans ce pays où le pourcentage de la population francophone est le plus élevé d'Afrique du Nord, le leader d'Ennahda plaide pour la promotion de l'arabe et réclame pour son parti le ministère de l'Éducation dans le futur gouvernement. Et avant de retourner du côté de Bruxelles, on va continuer à parler politique, mais cette fois-ci dans les salles de cinéma, un peu plus légèrement, avec notre chroniqueur ciné Simon Barbaret. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors aujourd'hui sort sur grand écran L'exercice de l'État. C'est un film de Pierre Scholler, un film sur l'action politique. C'est aussi l'illustration d'une semaine marathon d'un ministre de Transport et de son cabinet. Et oui Sonia, et c'est même un film en résonance avec l'actualité, puisque dans ce long métrage aussi, les caisses de l'État sont vides. Bercy est obligé de privatiser la SNCF pour combler les déficits. Et c'est une réforme à laquelle le ministre des Transports, Bertrand Saint-Jean, interprété par Olivier Gourmet, est farouchement opposé. Et comme vous allez le voir dans cet extrait, c'est un ministre qui ne manque pas de conviction. De toute façon, cette privatisation, ce serait la connerie du quinquennat. Moi, vous êtes en accord avec vous-même. Même toi, tu l'as toujours pensé. Peralta a parlé d'un projet de collectif. Rien n'est arbitré. Je sais, Gilles, j'ai commandé un rapport et le jour de sa sortie, ce Loufia se permet de dire la privatisation, on y pense, on y réfléchit, on s'y prépare. Mais je vais te dire, moi, Peralta, il va pleurer sa mère. Vous voulez un démenti de Matignon? Oui, absolument, tu règles ça de dire cap à dire cap. Avec un accident comme celui de cette nuit, on ouvre une séquence émotion, et dans une séquence émotion, on est intouchable comme la Sainte Vierge. Tu appelles Matignon, tu dis à Marange que tu t'étonnes de cette prise de position du budget. Extrêmement maladroite. Tu notes extrêmement maladroite. Il y a des règles, Il y a des règles explicites. Il y a des règles explicites de solidarité gouvernementale. Et on verrouille ce soir par un 21. Je suis pas là pour faire le sale boulot de ces petits marquis de Bercy. Ah là là, Simon, quand on voit l'extrait, on se dit que c'est un milieu qui est très fermé, qu'on n'a pas forcément envie de côtoyer. Et pas forcément, hein, puisqu'on s'attache quand même beaucoup au personnage interprété par Olivier Gourmet, un ministre qui ne manque pas de courage. Puis on a vu aussi dans l'extrait, il y a aussi Gilles, son directeur de cabinet, interprété par Michel Blanc. Alors c'est un personnage un peu plus atypique, puisqu'il consacre l'essentiel de sa vie à l'exercice de l'État, c'est le cas de le dire. Mais ce qu'on apprécie dans l'œuvre de Pierre Scholler, c'est sa lucidité, puisqu'il fait un constat. Le pouvoir est passé du public au privé. Il a compris que les hauts fonctionnaires sont plus attirés par les grandes entreprises du CAC 40 que par le gouvernement, là où le pouvoir se situe dans le film. Mais là où vous avez raison, c'est que le monde politique est dépeint comme dur, violent, petite bassesse et grandes ambitions rythment la vie d'un gouvernement, comme on peut le voir dans ce deuxième extrait. Oui. Allez, continuez à vous foutre de ma gueule. Mais je peux te dire une chose, hein. Vous êtes foutus. Cette réforme, elle se fera pas. Et elle va tous nous broyer. Et le pire, c'est que tu le sais parfaitement. Écoute-moi, Falco. Là, c'est toi qui déconnes. Oui, tu m'as déçu parce que je croyais que t'avais des couilles. Mais t'es comme les autres. Et tu te planques derrière le costard. Non, je m'informe. Le costard, hein, regarde-le bien. Parce qu'il risque peut-être de pas rester très longtemps sur tes épaules. Je te rappelle.
Voilà, un bel échange, Simon. Oui, on voit que les insultes fusent aussi dans les coulisses du pouvoir. Mais, quoi qu'il en soit, l'exercice de l'État, c'est un film qui n'est pas destiné à dégoûter le spectateur de la vie politique. Au contraire, ça lui donne les clés pour comprendre les us et coutumes d'un gouvernement, lui aussi confronté à des nouvelles règles dictées par la crise économique, l'omniprésence des médias et l'urgence électorale. Il vous a plu, Simon ? Beaucoup. Bon, allez le voir, alors l'exercice de l'État, un film de Pierre Scholler. Vous saurez tout, ou presque, sur l'action politique et puis sur les coulisses et puis ce qui se passe derrière le rideau. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette édition spéciale autour du sommet européen de Bruxelles. C'est le sommet qualifié de la dernière chance. On va peut-être se retrouver dans la soirée. Cela dépend des négociations qui sont en cours à Bruxelles. Cela dépend aussi de cet accord global. S'il y a lieu, en tous les cas, on se donnera rendez-vous dans la soirée pour cette conférence de presse de Nicolas Sarkozy. Tout de suite, restez avec nous sur Public Sénat avec votre émission présentée par Hélène Risser. Déshabillons-les. Je vous souhaite une très, très belle soirée.